Bonjour, salam alaikum. Comme ça a été dit, je vais tenter brièvement parler de la circulation des compétences ou des cerveaux. N'est pas aussi aisé qu'on peut l'imaginer. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, et comme moi, je suis qu'un petit débutant. Mais j'ai un petit avantage parce que moi-même, je suis un immigré. Et on considère que je suis une petite compétence installée en Algérie. Donc cet avantage, peut-être que je veux mettre à profit aujourd'hui pour vous faire part de cette problématique de circulation des compétences ou circulation des cerveaux. Alors, la problématique en soi est très ancienne. Quand on parle des circulations des compétences, il y a toujours l'idée, circulation de cerveau, circulation des compétences, on parle de migration de scientifiques, on parle aussi de travailleurs hautement qualifiés. Donc il y a toute une série de notions qui sont développées dans la littérature pour parler au fait de mobilité ou d'une circulation des compétences. Que faire avec cet amalgame, c'est-à-dire avec toute cette confusion qui est traitée? Là, il y a un véritable problème pour nous. Pour l'aborder, surtout après tout ce qui a été écrit, près de 40 ans, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau là-dessus? Alors pour cela, pour moi, je vais vous proposer une petite intervention très simple, avec un plan en trois niveaux. On va parler de cette question de migration, moi je l'appelle des scientifiques. Et je vais tenter de vous présenter aussi quelques éléments de compréhension, de mesure des compétences maghrébines à l'étranger. Et en troisième partie, on parlera des perspectives qui se dessinent de manière globale, soit au niveau du Maghreb, intermaghrébine, euro-méditerranéenne, ou bien dans les relations Europe-Afrique. Et pourquoi est-ce aussi important de parler de migration de scientifiques? C'est ma première question. Alors je vous fais peut-être l'économie, je pense que vous avez déjà une définition de la migration internationale. C'est quoi la migration internationale? On fait l'économie, peut-être tout un rappel très simple. Dans la migration, quand on parle de migration, on parle de changement de résidence habituel d'un pays de résidence d'origine vers un pays d'accueil. Donc il y a le concept changement de résidence, le premier mot-clé, c'est résidence, et lorsqu'on passe dans le pays d'accueil, on a un nouveau statut, on est étranger. Donc on a ces deux notions clés qu'il faut retenir dans les migrations internationales. Changement de résidence et statut d'étranger. Et c'est adossé à un autre critère de durée. C'est-à-dire ça peut être temporaire comme ça peut être permanent. Installation de plus de 3 mois, c'est déjà temporaire, mais plus d'une année est considéré comme étant une migration permanente. À quoi se passe-t-il quand on parle d'émigration des compétences? Ce n'est qu'un des mouvements. Vous savez, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à mesurer les migrations internationales. La première tentative de mesure a été en 1998. Les Nations Unies adoptent une typologie des mouvements, des migrations internationales, avec pratiquement 18 formes de mobilité. Dans ces 18 formes de mobilité, il n'y en a que quelques formes de mobilité, 5 ou 6, qui sont quantifiables. Tout le reste, toutes les autres formes de migration ne sont pas quantifiables. Donc vous voyez, déjà au niveau des Nations Unies,
depuis que les migrations existent dans le monde, il y a à peine 20 ans, hein, qu'on a commencé à arrêter une typologie, ce qu'ils appellent une taxonomie des Nations Unies, que vous pouvez retrouver dans les recommandations des Nations Unies de 1998. Alors c'est très récent, ce qui veut dire que avant cette période, on parlait de la migration, mais sans réellement, des formes de migration, sans pouvoir réellement les quantifier, les mesurer. Alors, quand on parle d'un phénomène sans pouvoir donner des mesures, on reste un peu dans des généralités, on reste dans des cas de figure. Alors, l'essentiel, c'est de dire comment mesurer. Premier élément parmi l'ensemble, disons, des théories de la migration internationale, l'ensemble des analystes des migrations internationales qui ont parlé de problèmes de compétences, c'était les Anglais dans les années 60. Ce sont eux qui ont inventé ce concept de fuite de cerveau qui s'appelle brain drain. Et c'était une invention d'une notion un peu journalistique, médiatique. Parce que les Anglais à cette époque, surtout les scientifiques anglais, les médecins anglais se plaignaient de départ de beaucoup de médecins vers les États-Unis. Et à partir de là, tout un débat, le Royal Societies se sont réunis, mais c'était beaucoup plus politique à l'époque, parce qu'ils voulaient avoir plus de financement. Et ensuite, les débats ont commencé à se développer à l'échelle internationale après cette invention. Le débat s'est polarisé entre deux tendances. Tendance de ceux qui disent la perte des compétences nécessite une compensation. Un pays qui a investi, qui a formé des compétences, a besoin d'être compensé par le pays d'accueil. Pays d'accueil qui bénéficie du travail de cette compétence sur son territoire, pour son économie, pour sa société, pour son entreprise. Donc le pays d'origine a besoin d'une compensation. Que s'est-il passé depuis ? Ce clivage entre ceux qui disent il faut une compensation, ceux qui disent mais non, la science n'a pas de territoire. S'il faut aller le chercher, il faut aller le chercher. Pour les musulmans, ils disaient même jusqu'en Chine. Il faut aller chercher le savoir. Donc une mobilité autorisée, une mobilité estimée tout à fait naturelle, normale, dans le progrès scientifique, et de l'autre côté, il y a une question de compensation. Moi, je suis beaucoup plus pour revenir sur cette question de compensation. Pourquoi ? Et toutes les théories qui vont venir, qui vont être développées, surtout lorsqu'on commence à mesurer, c'est-à-dire à peine depuis les années 2000, qu'on commence à mesurer. Avant, c'était des discussions, mais la mesure réelle, on commence à l'avoir à partir des années 2000. Le débat refait surface, c'est-à-dire le tenant des compensations refait surface. On dit attention, les pays, notamment les pays du Sud, sont en train de perdre des matières grises, tandis que les pays du Nord sont en train de s'enrichir des matières grises pour lesquelles ils n'ont rien investi. Ça, c'est la position de tous ceux qui militent pour une compensation. Cette donnée refait surface maintenant avec des données à l'appui. Deuxième tendance, deuxième école qui dit « mais non ». La mobilité de compétences, on ne parle plus de fuite de compétences, on parle de mobilité de compétences. Cette mobilité est importante pour le progrès de la recherche scientifique. Et ils inventent aussi un concept. Lorsqu'un pays autorise le départ de ses compétences, ce pays peut obtenir un gain
en capital humain parce qu'il y aurait une motivation donnée aux résidents ou nationaux d'accroître leurs compétences, de progresser, donc d'élever le niveau du capital humain. Et là, on invente, deuxième concept, le brain gain. Autrement dit, on aurait transformé le brain drain en brain gain. C'est une théorie qui a fait école. Beaucoup d'analystes parlent de brain gain, que les pays qui autorisent, qui organisent la circulation des compétences, la mobilité de ces scientifiques, ils gagnent en retour plus de capital humain parce qu'il y a une motivation auprès des établissements dans le pays pour former davantage. Entre ces deux positions, il y a une troisième position qui va inventer un nouveau concept au lieu de brain drain et de brain gain. Troisième position qui s'installe au milieu, qui va nous dire il y a un brain waste, autrement dit, il y a gaspillage de cerveau. Gaspillage de cerveau pour différentes raisons. Gaspillage de cerveau, on peut le retrouver dans le pays d'origine même, quand il y a du chômage, quand les médecins sont au chômage, quand des ingénieurs n'arrivent pas à travailler. C'est un gaspillage des compétences. Quand les femmes qui réussissent les mieux, mais qui restent à la maison, ne travaillent plus, pour lesquelles on investit. Ça, c'est une première vision. La deuxième vision, surtout venant des analystes du Sud, ils nous disent les compétences qui vont dans les pays du Nord, ils sont sous-payés, ils sont exploités, ils sont déqualifiés. Autrement dit, un spécialiste qui part à l'étranger, il ne fait plus son travail de spécialiste, de médecin ou d'ingénieur, il devient chauffeur taxi. Donc là, il y a une attirance pour les compétences, mais on prend que les meilleurs qui arrivent à progresser. Ceux qui n'arrivent pas à progresser, pour survivre, il faut qu'ils se trouvent une activité, et l'activité la plus courante dans certains pays, c'est chauffeur taxi, pour les médecins comme pour les ingénieurs. Et encore, il y a différence aussi de revenus. Ces trois positions, à ces trois positions, j'ajouterai une quatrième position qui se développe depuis quelques années et qui se renforce aussi. Celle qui dit il n'y a pas de brain drain, il n'y a pas de brain gain, il n'y a pas de brain waste, mais il y a actuellement un nouveau concept qui apparaît, il y a des réseaux de diaspora. Les réseaux diasporiques étaient conçus sur l'idée qu'il y a beaucoup d'associations qui se mettent en place, de réseaux qui se mettent en place, de réseaux professionnels, ils se mettent en place, indépendamment de nationalité, tous, ils se regroupent dans des réseaux, des mouvements associatifs. Il peut être par pays comme il peut être par discipline. Par exemple, un réseau des médecins, un réseau des ingénieurs, un réseau des architectes. Et ça, au début, l'idée était venue à travers la naissance des associations, de corporations. Mais avec l'avènement de l'Internet, maintenant, des réseaux virtuels se mettent en place. Et ces réseaux deviennent très puissants. Parce que pour évoluer dans ses compétences, comme tout athlète de haute performance, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut de la compétition, il faut qu'il se mesure avec ses pairs, qu'il faut qu'il reste dans la compétition au plus haut niveau possible. Or, une compétence qui se trouve à Alger ou à Tunis, ou à Marrakech, ou bien à Tripoli, s'il n'est pas dans un réseau pour lequel il a développé ses compétences, s'il ne se mesure pas avec ses pairs, cette personne n'avancerait pas. Ça, c'est quatrième forme. Quatrième proposition, tout ça sur l'idée fondamentale, la recherche d'une compensation pour les pays. Nous sommes toujours dans la problématique de la compensation.
Voilà, de manière globale, théorique, je ne pourrais par la suite vous donner toute une documentation là-dessus. J'ai un ouvrage qui est en publication. Hein. Alors, ce sont les 3 premiers éléments que j'ai notés ici: fuite ou gain de cerveau, mobilité, circulation des compétences, échange ou gaspillage, réseau diasporique. Au fait, et c'est ce qui fait un peu l'intérêt de ce type de rencontres, actuellement, partout dans le monde, il y a une équation qui est mise en place qui dit que la migration, pour positiver les migrations internationales, il faut lier la migration au développement. Et nous allons voir les compétences, comment pourraient servir au développement et du pays d'accueil et du pays d'origine, tout en étant porteurs soit de savoir, soit de capital, etc. Et cela se fait à travers un certain nombre de politiques actives des migrations internationales, que je réunis sous 3 grandes rubriques, parce que derrière cette histoire de compensation, de recherche de compensation pour les pertes ou les gains ou le gâchis des compétences ou la formation de diaspora, il y a l'idée de migration de retour. Est-il possible de penser actuellement au retour des compétences installées à l'étranger? C'est la grande question. La réponse est donnée dans une des études que j'avais menées en 2008, Migration de retour. C'est accessible sur Internet, une étude MIREM, la première établie, faite au niveau de la Méditerranée, avec une enquête comparative dans les 3 pays du Maghreb. Ça a été fait avec l'Institut universitaire européen. Migration de retour, vous aurez pratiquement toute la documentation sur migration de retour sur le site MIREM, notez bien ça, M-I-R-E-M. Migration de retour au niveau du Maghreb. Et à l'intérieur, vous avez un pavé sur les compétences. Est-ce que les compétences retournent? Lorsqu'ils retournent, pour faire quoi? Par pays. Hein. Nous avons pour la Tunisie, le Maroc, vous pouvez comparer, on peut échanger aussi. Deuxième élément dans les politiques actives de migration internationale liées au développement, c'est la question des transferts de fonds. Transferts de fonds, je peux en disserter beaucoup, puisque j'ai fait ma thèse là-dessus, ma thèse de doctorat. Donc, mais moi, je résumerai tout simplement avec 2 types de transferts qu'il faut. Quand on parle de transferts de fonds, venant des populations migrantes, il faut faire le distinguo entre 2 formes de transferts. Les transferts d'argent, donc matériels, et les transferts, ce que j'appelle immatériels, autrement dit, les transferts de savoir, de comportement, d'idées, de partage, du bénévolat. Donc, ces 2 volets doivent être pris en considération, et on verra, là aussi, qu'au niveau de nos pays ou de nos pays du Sud, moi, personnellement, pour le niveau du Maghreb, je l'ai testé, les transferts des compétences en termes d'argent, très peu des compétences à l'étranger, très peu des cerveaux à l'étranger envoient de l'argent. Beaucoup plus, ce sont les personnes n'ayant pas de niveau supérieur qui transfèrent de l'argent. Et là aussi, avec un petit distinguo qu'on peut dire, même s'il y a beaucoup de personnes non qualifiées qui transfèrent de l'argent vers le pays, le niveau de leur transfert est faible par rapport au niveau de transfert que les peu de migrants opèrent vers le pays. Autrement dit, pour être très clair, un médecin, il peut envoyer 10 000 € par an à sa famille. Un ouvrier, il va envoyer 100 €. Donc il faut 10 ouvriers pour constituer, pour avoir l'égalité entre le transfert d'un médecin. Autrement dit, l'équation, on est à 1 compétence
une personne de niveau supérieur, son niveau de transfert équivaut à la somme de 10 envois des personnes non qualifiées. C'est vérifiable et vous pouvez le vérifier, des hypothèses, vous pouvez les faire. Troisième forme de politique active, je ne rentre pas dans l'immatériel. L'immatériel, là, ce que les Anglais appellent des transferts immatériels, c'est beaucoup plus les social remittances, c'est-à-dire c'est tout le savoir-faire, savoir-être que les cerveaux à l'étranger peuvent partager avec leur famille, avec leur père, avec le pays d'accueil, le pays d'origine. Troisième élément qui est apparu ces derniers temps, là c'est encore une tendance qui dit qu'il y a une nouvelle forme de migrants, nouveau type de migrants qui apparaît, ce sont les migrants transnationaux. Migrants transnationaux, je le considère comme un migrant qui n'a pas de nationalité, c'est un peu forcer la dose, mais je préfère garder cela, parce qu'il en a plusieurs nationalités, il s'identifie pratiquement à personne. Ce sont les nomades des temps modernes. Et ceux-là, ils travaillent là où il y a de l'argent, là où il peut exercer. Il circule dans tous les pays. Il peut prendre autant de nationalités qu'il le trouve. Sans dessaisir d'une nationalité, prendre une autre, tout simplement parce qu'il pense qu'il peut évoluer, qu'il peut s'imposer sur la scène. Et là, on a cette catégorie, mais c'est une catégorie encore très, très infime. On le retrouve aussi avec les binationaux. Or, moi, j'ai pensé à un autre terme. Au lieu de parler de binationaux, de trinationaux, moi, je parle de birésidence ou multiples résidences. Il a droit de propriété dans plusieurs pays. Il achète des appartements dans plusieurs pays. Donc, il voyage avec plusieurs passeports, il rentre et il n'a pas besoin de visa. Il n'y a aucun frein pour ses déplacements, pour sa mobilité. Et personne ne peut l'imposer, ne pas sortir, ne pas rentrer. Et c'est une catégorie encore infime. Cette catégorie, finalement, dans ma lecture, je dis, bon, avec cette catégorie, il n'est plus migrant. Parce que c'est quelqu'un, c'est un homme de la terre, un homme sans patrie, ou une femme sans patrie. Il travaille que strictement là où il trouve un intérêt à venir. Avec quelques grandes idées que je vous ai données, essayons de voir maintenant, mettre quelques chiffres pour comprendre un peu ce qui se passe. Avec 3 éléments, compétences maghrébines. Les 10 dernières années, de 2000 à 2010, on a les données, et là, on vient d'avoir les données 2013, qui a été publié par l'OCDE, donc on peut faire la comparaison de 2000 jusqu'en 2010. On a quand même les données assez récentes qui démontre qu'il y a une augmentation, les 10 dernières, une augmentation de départ des compétences des pays du Maghreb vers les pays de l'OCDE. Est-ce problématique ou non? Nous allons voir dans quelle mesure c'est problématique, dans quelle mesure ça peut être utile. Et parmi disons, les pays du Nord, on sait toujours la France qui concentre le maximum des compétences maghrébines. Bien que les compétences maghrébines s'installent aussi en Amérique ou dans les pays du Golfe. Et pour la France, on verra, il y a eu quelques éléments qui démontrent, même si les travailleurs maghrébins s'orientent encore par ce couloir, ce que les géographes appellent la route de la migration qui lie l'ancien pays colonisateur avec le pays colonisé.
dans ce couloir, le déclassement n'est pas exclu. Alors, l'apport des migrants scientifiques au développement du Maghreb, est-ce une piste féconde? Si on continue à parler de la migration internationale, moi je pense les seules formes de migration sur lesquelles il faut faire le plus d'études, le suivre le plus près, parce que ce sont ces migrants pour lesquels le pays a investi le plus. Pas seulement le pays, la famille a investi le plus dans la réussite de l'enfant. Donc il y a des questions politiques, il y a des questions économiques, mais il y a aussi des questions sociales. Je reprendrai un dicton d'un président africain qui, lui, il dit « le départ de l'intellectuel, de celui pour lequel la tribu a investi, s'il quitte la tribu, après que la tribu a tout investi, pour l'étranger, il le considère comme étant un traître. » C'est très fort, mais c'est pour vous dire le ressentiment quand il y a rupture, autrement dit, la personne part et rompt avec ceux qui l'ont nourri, ceux qui l'ont élevé, ceux qui l'ont donné pour ce qu'il est devenu, ce qu'il est. Mouvement très rapide, là je vais passer rapidement, trop de discours, j'ai parlé beaucoup à Kella. Hein? Vous arrivez à me suivre. Je suis un très mauvais orateur. Hein? Vous arrivez? Hein? Là, on va regarder des images. Donc, les images, vous le comprenez, les tendances. Hein? Depuis, si je prends XXe siècle. Regarde là-bas, ne me regarde pas, c'est vrai. Mais là, peut-être, si on éteint les projecteurs, on aura une bonne image. Ah non? C'est pas possible d'éteindre. Ok, si vous voyez. Bon, il y a 3 courbes que j'ai essayé de tracer pour voir les tendances. Alors, vous voyez le sommet des migrations du Maghreb vers la France notamment. Premier sommet, 74, deuxième sommet, 90. Alors, là, et ensuite, c'est la suite. Donc, même après l'indépendance, vous voyez, même après l'indépendance, l'immigration vers la France s'est poursuivie et de manière très importante. Les années 90, on observe une chute, une baisse très importante. On comprendrait pour les Algériens qui ont été confrontés, mais pour le Maroc et la Tunisie, cette baisse, c'est une tendance très lourde. Donc, s'il y a des départs vers la France, qui se maintient ce départ de moins en moins. Élément à tirer dans ce type d'illustration. Tous ceux qui sont partis dans les années 60, quel espoir de retour peut-on imaginer? Nous sommes en 2015. Ils sont partis, soit jeunes, c'est une génération qui va pratiquement disparaître. Retour pour cette cohorte, c'est-à-dire ce premier départ, et ce que j'ai observé, non seulement le retour n'est plus possible, parce que s'ils retournent, ce qu'ils me disent, ils retournent pour être enterrés au village, pour les vieux. Donc ceux qui sont partis là où on avait le sommet dans les années 60, même 75-90, on a le sommet, ces départs ont donné naissance à une deuxième génération. Une troisième génération est apparue. Autrement dit, les enfants des migrants qui peut-être ils sont partis très en bas âge, qui ont grandi là-bas, ils sont mariés là-bas, ils sont installés, ils ont maintenant troisième génération, les enfants des enfants. Or là, nous sommes en face d'un profil assez particulier.
en toute cette population, essayons maintenant de voir les compétences. Les compétences aussi, qu'est-ce qu'on observe? 75 jusqu'en 90, il y avait une chute, les compétences. Mais les compétences, il y a une reprise des départs des compétences des années 90 et surtout à partir des années 2000 à 2010. C'est beaucoup plus marqué pour la Tunisie et pour l'Algérie, tandis que pour le Maroc, c'est plus ou moins stabilisé autour de 15%. Mais pour l'Algérie et la Tunisie, nous avons atteint près de 20% de la population établie à l'étranger qui aurait le niveau supérieur. Ici, pour l'OCDE, il y a une modification. Lorsqu'il parle des compétences installées à l'étranger, il parle des personnes ayant le niveau supérieur. Les statistiques de l'OCDE, ce qu'ils nous donnent. C'est intéressant de voir cette reprise de départ des compétences. Et les compétences, quand ils partent, mes enquêtes, souvent, surtout les 10 dernières années, il prend un ticket aller simple. Parfois, il vend la maison. Il prend sa femme et enfant, il part. Ce n'est plus l'ancien profil qui part à l'étranger pour se former à revenir. Celui-là, s'il part, c'est pour ne plus revenir. Voilà le problème. Parmi tous ceux qui partent, ce qui m'intéresse, moi, combien qui travaillent, même s'ils sont de niveau supérieur, c'est bien de parler de niveau supérieur de manière globale, mais combien qui sont actifs, qui travaillent réellement? La croissance des actifs est importante. Et là, on observe, pour la Tunisie, nous sommes autour de 40% des niveaux supérieurs qui sont actifs. On a un taux de croissance de 40%. Le plus important, c'est le Mauritanie et la Libye. Des petits pays, des petits contingents, mais avec une forte taux d'accroissement. Le Maroc, un taux autour de 78, pour l'Algérie, un peu le moins de départ. Le moins de départ des actifs. On parle des migrants maghrébins qui sont actifs, c'est-à-dire qui travaillent ou qui cherchent à travailler dans les pays de l'OCDE. Là, c'est un taux de croissance en moyenne globale assez important parce qu'ils sont environ une moyenne générale de plus de 65, on peut dire 66% globalement, le taux de croissance les 10 dernières années. Ce qui est important parce que le profil de notre migration est en train de changer. Et il faut comprendre ces gens qui partent, si les liens avec le pays d'origine sont maintenus. Mais s'ils partent, comme je viens de le dire, avec l'idée de ne pas revenir, de vendre sa propriété ici, de prendre sa femme et enfants, partir, s'installer dès qu'il y a l'idée d'installation à l'étranger, il ramène sa femme et ses enfants, il n'aura plus de dépenses là-bas, il ne pourra plus envoyer de l'argent à la maison. Et cela pendant une bonne durée. Il faut au moins, le migrant lorsqu'il part, c'est au moins une moyenne de 8 années à l'étranger pour qu'il envoie le premier centime à la famille. Ça, c'est important de le savoir et de pouvoir le vérifier aussi. Alors, ce qui est important de savoir, quand on parle de migration de compétences, bon, là, j'ai accédé tout simplement à une base française de l'INSEE qui me donne pour les 3 pays, Algérie, Maroc et Tunisie, bon, j'aurais pu extraire pour d'autres pays aussi. Alors, quel est le profil de ces personnes qui ont niveau supérieur? Niveau supérieur, vous savez, dans les statistiques, vous avez bac avec 2 années, vous êtes déjà de niveau supérieur. Vous avez une licence, vous êtes niveau supérieur. Vous êtes docteur en santé, ingénieur. BTS est classé comme niveau supérieur. Or, il y a 2 catégories qui m'intéressent dedans. 2 catégories qui me semblent très importantes, c'est les docteurs en santé et les ingénieurs. Parce que ce sont 2 catégories, 2 profils pour lesquels sont indispensables. L'un pour l'économie, les ingénieurs, et les médecins pour la santé de la population.
Et là, si on perd dans ces deux profils, c'est qu'il y a problème. C'est-à-dire notre projet de développement est hypothéqué. Maintenant, là aussi, il faut aller plus en détail. Vous savez, les ingénieurs, il y en a de tout. Génie civil, des architectes, statistiques, ingénieurs en bâtiment, ingénieurs en électronique, vous avez différents profils. Les médecins aussi. Il y a des généralistes, des spécialistes. Les spécialistes, vous avez différents profils. Et il faut rentrer dans ces petits détails pour dire là où ça fait réellement problème. Alors, les quelques analyses qu'on a fait avec des collègues marocains, tunisiens et algériens, on s'est réunis à Alger. On a commencé à discuter, chacun est venu avec ses travaux pour nous dire voilà comment. Moi, j'analyse. Les collègues tunisiens me disent moi, m'intéresse avec l'approche brain gain. On va essayer de voir. Effectivement, nos collègues tunisiens ont découvert que la Tunisie a eu un gain de compétences, malgré le départ, mais un très faible gain. N'est pas suffisant pour dire qu'on ait la possibilité de décoller. Un collègue marocain, lui, il a fait un exercice pour me dire, moi je constate beaucoup plus, qui est plus important, qu'il y a brain waste, qu'il y a un gaspillage de cerveau. Gaspillage est dans le pays, parce qu'il y a chômage des diplômés, gaspillage à l'étranger parce que ces chômeurs ou les compétences qui partent, ils sont sous-payés à l'étranger, ou là, ils sont discriminés. On verra par la suite de quelle manière. Les collègues algériens, ils sont allés pour mesurer tout simplement le niveau de salaire que gagnent nos compétences à l'étranger par rapport au SMIC, en particulier en France. Alors, la question qu'on peut se poser, retour de compétences, circulation de compétences, avec la théorie de 3 wins, c'est-à-dire le pays d'accueil va gagner, le pays d'origine va gagner et le migrant aussi va gagner. Mais comment combiner ces 3 intérêts qui vont pas toujours dans le même sens? Formation de diaspora, c'est apparemment le réseau diaspora, on a remarqué dans les 3 pays qu'il y a l'existence de ces réseaux et que ces réseaux sont actifs. Faut-il continuer avec ces réseaux? Est-ce que ces réseaux vont porter le fruit? Ça, c'est à vous peut-être d'observer dans vos études, dans le mouvement associatif ou encore au niveau des statistiques des institutions. Pour le collègue marocain, il me donne une démonstration à travers les compétences marocaines à l'étranger, les migrants qualifiés. Il donne une liste de pays où il y a un déclassement professionnel. Autrement dit, les personnes, un médecin qui ne va pas travailler dans la médecine, un ingénieur qui va en architecture, il ne va pas travailler dans un cabinet d'architecte, mais il va faire de la maçonnerie ou il va faire de la déco, il va faire autre chose. Et deuxième question la plus importante qu'il observe, c'est la non-reconnaissance des diplômes. Les diplômes ne sont pas toujours reconnus. Bon, ça dépend, comme vous voyez, ça varie de pays en pays. Aux États-Unis, vous pouvez étudier ça dans le détail, en Koweït, en Italie, en France. Donc le niveau de déclassement professionnel est mesuré. Le plus important, c'est en Grèce, où la majorité des Marocains qui sont en Grèce ne font pas exactement pour lesquels ils sont formés. Et c'est là où aussi on observe aux Pays-Bas qu'il y a une importante communauté maghrébine qui seconde la Grèce en ce qui concerne la non-reconnaissance des diplômes délivrés par les universités marocaines. Ce que notre collègue marocain démontre ici pouvait le faire aussi pour la Tunisie. Et vous allez constater que le diplôme tunisien
Alors, diplôme tunisien, c'est intéressant de remarquer parce que la Tunisie, vous avez maintenant des universités privées aussi. Est-ce que les diplômes délivrés sont reconnus, sont homologués? Là, je pense que c'est une piste intéressante à voir. C'est un travail assez... Niveau de salaire, le collègue algérien qui me l'ont fait, il m'a dit, bon, voilà, nous avons quand même une part très importante, pratiquement 30%, hein, 30% des migrants algériens qualifiés qui travaillent en France, ils ont moins de 1 500 € mois. Bon, moi, je lui pose la question, il faut que tu me dis maintenant, est-ce qu'ils travaillent à temps partiel, 2 heures par semaine? Quel type de travail font-ils? Bon, ce sont des compétences, ce sont des personnes de niveau universitaire, il faut aller plus en détail. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà une bonne piste de voir qu'il existe différenciation de salaire, que les professionnels, les compétences algériennes acceptent de travailler pour des miettes, malgré qu'ils ont les compétences. On a trouvé un prof plus grave qui m'a été rapporté, un professeur en mathématiques, on n'en trouve pas beaucoup, d'université d'Alger, ils sont très peu en mathématiques, qui auraient publié dans beaucoup de revues spécialisées à l'échelle internationale, qui se retrouvent en train d'enseigner dans un collège, dans une petite ville. Il y a déclassement et il y a aussi perte en termes, pour des raisons que la personne peut expliquer. J'ai ma femme et mes enfants sont là-bas. Le salaire, c'est un détail. Je veux rester avec ma femme et mes enfants. Il abandonne le poste de prof pour travailler dans un collège, dans un petit village. Ah, ça fait penser. Hein. Et moi, je dirais, pour briser un peu, pour dire les relations humaines, l'amour entre un homme et une femme, hein, ce sont ces éléments humains qu'il faut comprendre. Hein. Le départ qu'on peut expliquer par un sentiment totalement humain, profondément humain, et nous, on peut théoriser là-dessus, parler de grandes théories. Mais le sociologue, lui, il va dans ce type de détails pour nous trouver les raisons. Alors, je vais tenter quelques éléments, très rapides là aussi. Si on a pu mesurer une migration des scientifiques sur le plan global, maintenant on a des éléments. Et pour les deux catégories qui m'intéressent, les ingénieurs et les médecins, j'ai vu que sur les ingénieurs, il y a pas mal de travaux qui ont été faits, mais sur les médecins, il n'y a pas très grande-chose. Donc, il y a mes collègues, un jeune doctorant, je lui ai dit, essaye de décliner, de rentrer. Alors, il me ramène ces quelques planches que je vais partager avec vous. Hein? Taux de fuite, il a calculé le taux de fuite des médecins dans quelques spécialités pour l'Algérie. Les mêmes spécialités vont être... Alors, pour les Algériens, avec 2 taux de fuite, un taux de fuite, le numéro 1, alors, le numéro 1, taux de fuite 1, c'est indépendamment du lieu de formation. C'est-à-dire qu'il soit formé dans le pays ou qu'il soit formé dans le pays d'accueil, on atteint le profil le plus recherché, le plus présent en France, c'est les psychiatres. Bon, moi, pour taquiner, j'ai dit peut-être les Français commencent à devenir plus séniles. Donc, il y a un peu plus de folie dans la population française. C'est pour ça que les psychiatres trouvent du travail. Bon, ça, c'était juste pour rigoler. Et pour dire que nos psychiatres sont importants. Et ils arrivent à trouver des postes de travail et les diplômes sont valorisés. Deuxième profil, ce sont les ophtalmos pour les Algériens. Taux de fuite des médecins spécial pour le Maroc, le même profil, qu'est-ce qu'on voit? Anesthésiste réa, psychiatrie, qui atteint 44%, 43%.
savez, un taux de fuite de 44, de 43, c'est le taux critique. Les Anglais, à partir d'un taux de 12%, ils ont créé une polémique internationale entre 12%. Mais quand on atteint 44%, ce qui veut dire que nos hôpitaux sont en train de se vider. La Tunisie, anesthésiste, psychiatre, radiologue. 3 profils les plus recherchés. Donc, solution, si vous voulez, très simple, si vous avez perspective de migration, mettez vos enfants dans ces filières. Orientez vos amis dans ces filières qui sont très demandées et qui sont très prisées, pour lesquelles il y en a besoin, pas seulement en France, mais dans les pays de l'OCDE. Allons-y, mais pas au... Le problème qui se pose, lorsqu'on fait une moyenne globale, maintenant, je lui demandais de faire aussi le distinguo, c'est-à-dire ces personnes ont-ils été formés dans le pays, ont-ils été formés là-bas, à leurs frais ou bien aux frais de l'État, aux frais du contribuable. Allons-y dans ces détails. Il a tenté de voir, il dit de manière globale, les médecins qui sont nés en Algérie, au Maroc, ou quel que soit le lieu de formation, et il se peut qu'ils soient formés en Belgique, en Angleterre, en France, mais qui travaillent en France. Et il y en a même qui sont formés au Canada, mais qui reviennent travailler en France. Pardon? Territoire outre-mer. Hein? Alors, ce qui est le véritable, les collègues de la Banque mondiale souvent me disent attention, les personnes qui sont parties, qui sont formées à l'étranger, cela, tu ne peux pas le calculer comme étant une fuite de cerveau, un brain drain. L'indice de brain drain, il faut le calculer par ceux qui sont nés dans le pays, qui ont été formés dans le pays, qui portent avec une expérience professionnelle. Il m'a dit, là, c'est une véritable perte, parce que remplacer un pilote, c'est pas évident, mais pour un médecin, remplacer un professeur en chirurgie dans un hôpital, c'est pas du jour au lendemain qu'on pourra le remplacer. Et le comble pour les médecins, pour l'Algérie plus ou moins, ce sont la catégorie sociale, professionnelle, la mieux rémunérée parmi l'ensemble des fonctionnaires, parmi l'ensemble des professeurs. Autrement dit, ce n'est pas une question de salaire. Quelle perspective? Je vais m'arrêter rapidement. Sur 3 éléments. Migration intermaghrébine, j'en ai fait une petite étude là-dessus avec nos collègues marocains et tunisiens. Il y a encore des mythes. On croit pouvoir organiser cette migration intermaghrébine. On croyait pouvoir organiser même une université maghrébine où on allait former des compétences maghrébines par des professeurs au niveau du Maghreb, quitte à les faire venir, mais créer un pôle de compétences pour nos pays. On a pu le faire pour les finances, pour les banques, et pour d'autres domaines, on n'a pas pu le faire encore. Donc là, il y a peut-être une piste à dire. Tous les pays, le Maghreb recèle des potentialités. Il y a possibilité de mettre une synergie, de mutualiser nos compétences, de voir qui peut faire mieux et où, et au niveau de la région. Dommage, ce Maghreb ne se construit pas. La mobilité euro-méditerranéenne, une stratégie globale de l'UE vers les États-Unis. Nos compétences sont prises maintenant entre 2 feux. Depuis quelques années, l'Union européenne, et même encore plus récemment, l'Union européenne
revient avec son idée d'attraction des compétences maghrébines. Parce que le constat a été fait à un certain moment, il y a une dizaine d'années, de dire mais pourquoi les Maghrébins qui viennent en Europe sont toujours des niveaux bas? Les meilleurs Maghrébins, ils préfèrent Canada ou aux États-Unis. Alors, c'est vrai que là, c'est une stratégie globale de l'Union européenne pour dire, bon, on va concurrencer le green card américain par le blue card européen. Et les dernières directives, il y a quelques mois de cela, 3 ou 4 mois de cela, européennes, reviennent encore sur cette histoire d'attraction des compétences, surtout du Maghreb. Alors le problème qui se pose pour les migrations des médecins, je dirais que ce qu'on a pu observer au niveau du Maghreb, pour moi, ce n'est pas très dramatique. Ce n'est pas très dramatique. Mais c'est dramatique pour l'Afrique, pour des pays africains. Il y a un certain nombre de pays africains, et là, je vous dispense des données, où le nombre de médecins qui travaillent dans le pays est inférieur au nombre de médecins formés dans le pays, mais qui travaillent à l'étranger. Et les pays africains qui souffrent des épidémies, qui ont des défaillances énormes au niveau de la structure de la santé, et qui commencent à perdre, qui perdent déjà les compétences pour lesquelles ils ont investi, compétences pour lesquelles des bourses ont été octroyées. Et de l'autre côté, ces pays, ils font tout pour retenir les boursiers. La stratégie américaine est claire, je peux vous donner les références maintenant. Les boursiers nigériens qui viennent aux États-Unis, les universités américaines mettent en place des systèmes de rétention de ces boursiers pour éviter qu'ils retournent chez eux. Donc il y a tout un travail de lutte qui se met. Et cette lutte, disons, va au-delà, disons, des compétences que je viens cibler. Quand on parle des compétences, il y en a même qui parlent des élites, qui parlent des talents. Je fais abstraction. Là, vous voyez, j'ai parlé des ingénieurs, j'ai parlé de niveau supérieur, mais il y a des talents aussi. Il y a la guerre des talents qui est déclenchée, que ce soit pour les artistes, pour lesquels on ne demande pas de niveau, que ce soit pour les joueurs de foot, pour lesquels on ne demande pas de niveau. Hein? Donc il y a certains profils, les talents, les élites, dans leur discipline, pour lesquels ce n'est pas le niveau qu'on compte, mais ça aussi. Il y a un marché international qui est en train de mettre en place. Vous savez, le marché le plus connu, c'est le marché des footballeurs. Là, on achète, on paye, mais pour un médecin, pour un pilote, ce n'est pas ce marché qui existe. Et je termine là-dessus, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre exposé très intéressant. Et c'est vrai que les questions du retour et du non-retour des migrants hautement qualifiés a longtemps animé les débats et les discours sur les questions de fuite ou d'exode des compétences, ou bien ce que vous appelez le brain drain. Mais actuellement, dans le cadre de la mondialisation des flux migratoires, pour reprendre l'expression de Catherine Vittel de Vanden, en fait, ces migrants, justement, ils bénéficient par leur statut professionnel d'une certaine perméabilité des frontières. Et du coup, ils s'inscrivent plutôt dans une logique de circulation migratoire qui sont en perpétuel mouvement entre leur pays d'immigration et leur pays d'origine et même d'autres espaces migratoires. Et du coup, aujourd'hui, l'immigration des migrants hautement qualifiés, elle est devenue franchement multilatérale et polycentrique. Par ailleurs, ces migrants hautement qualifiés, malgré la diversification et la dispersion de leur destination migratoire, ils gardent quand même un indéfectible attachement à leur société de départ. Et du coup, ils développent des apports transnationaux avec leur pays d'origine via des réseaux, via des associations, et même aujourd'hui, avec le développement des technologies d'information et de communication, même via le web.
ce que Dana Deminusco appelle le migrant connecté. Donc ils arrivent même à travers le web aujourd'hui de créer des liens transnationaux avec leur pays d'origine. Donc, par ailleurs, si aujourd'hui, et donc surtout pour parler de cette question de transnationaux, Jean-Baptiste Meyer, que vous connaissez bien, très bien, il parle de diaspora de savoir, même si je reste très sceptique sur cette notion de diaspora que personnellement je ne préfère pas d'utiliser, parce que c'est un mot très polysémique, il admet plusieurs définitions. Donc aujourd'hui, si beaucoup de ces migrants hautement qualifiés, ils occupent des postes supérieurs dans leur pays d'immigration, il y a nombreux d'entre eux qui préfèrent le retour dans leur pays d'origine, et notamment aujourd'hui à l'aune de l'ouverture économique surtout que connaît le Maghreb, plusieurs multinationales, il fait appel justement à ces cadres qui ont une expérience à l'étranger pour qui les embauchent à la tête de leurs filiales dans les pays du Maghreb. Et puis il y a une autre catégorie qui choisit carrément de se convertir dans l'entrepreneuriat en créant des entreprises dans leur pays d'origine, et ainsi ils mobilisent leur savoir et leurs compétences professionnelles et techniques dans cela. Ma question, c'est surtout que même si ces migrants hautement qualifiés, ils montrent leur activisme pour contribuer au développement professionnel, économique et même social de leur pays d'origine, ils se confrontent malheureusement à une faible efficacité de politique migratoire de leur pays d'origine qui vise à mobiliser leur capital professionnel et technique. Je sais très bien, parce que je travaille sur le cas marocain, qu'au Maroc, on a initié depuis des années, par exemple, le programme FINCOM, qui est destiné juste à cette catégorie des migrants, mais que malheureusement, il a échoué. Donc j'aimerais bien que vous nous parlez surtout des autres pays du Maghreb, notamment l'Algérie et la Tunisie, sur ces questions de mobilisation de migrants hautement qualifiés pour le développement de leur espace d'origine. Merci. Bonjour. Au début, j'aimerais bien remercier M. Saïb de cette présentation. Et je pense qu'il a fait le tour du sujet migration et développement. En fait, c'est vrai que les scientifiques, notamment les économistes, ont démontré que la migration, je préfère dire, peut être bénéfique pour les économies des pays d'origine que le concept migration et développement. Et qu'ils ont... aussi, on trouve dans la réalité que des pays qui ont déjà tiré profit de la migration internationale, notamment les pays asiatiques. Par contre, si on prend le cas du brain gain, ou la fuite des cerveaux bénéfiques, en Algérie, au Maghreb et en Tunisie, les pays n'ont pas tiré profit. Parce qu'en fait, il faut que le pays d'origine ne suit pas en fait, la politique de l'éducation gratuite. Donc, aussi en ce qui concerne les réseaux ethniques, par exemple, ou les réseaux migratoires, dans les pays d'origine, aujourd'hui, on entend parler des effets probables des réseaux migratoires sur le commerce international, sur l'investissement direct étranger et même sur la démocratie, les institutions. J'ai lu dernièrement une étude qui porte sur les réseaux ethniques et le women empowerment en Turquie. Ça veut dire que la migration peut en fait renforcer le rôle de la femme dans les économies des pays d'origine. Donc le problème, c'est que les pays du Maghreb n'adoptent pas des politiques migratoires adéquates pour en tirer profit de la migration internationale. C'est ma contribution. Merci. Fais gaffe, parce que j'ai fait volontairement des erreurs. Hein. Vous savez, si vous n'avez pas détecté les erreurs, des choses totalement erronées que j'ai dit, c'est grave. Hein. En badge pour aller plus un peu, parce que là j'aimerais bien que vous essayiez de détecter ce que j'ai dit, ce qui est bon, ce qui est mauvais. En bas d'un dernier exercice, là j'aimerais bien connaître votre avis. Vous savez, moi-même je suis un migrant. Bon, on considère que je suis une compétence pour l'Algérie. Est-ce que vous pouvez dire si M. Musette, après 40 ans qu'il travaille en Algérie, est une perte pour l'île Maurice, ou un gain pour mon pays, ou un gain pour l'Algérie?
Alors, j'aimerais bien que vous faites cette évaluation à partir des données que je vous ai remises. Hein, parce que vous avez un cas à étudier là. Merci Saïd pour ton exposé. La question que je me pose, est-ce qu'on n'a pas trop raisonné pour les migrations dites intellectuelles et des cerveaux sur le modèle de l'exception et qu'on a oublié les leçons qu'on avait tirées de l'immigration économique, c'est-à-dire que le retour reste un mythe. Alors on a bien vu que pour l'immigration économique, pourtant des gens qui étaient attachés d'une manière très passionnelle, les travailleurs immigrés qui étaient très reliés au pays d'origine sont restés, en dépit du racisme, de la xénophobie, et on va dire quand même des conditions très dures. Un immigré économique, c'est quelqu'un qui a subi une exploitation. Malgré tout, ils sont restés dans les pays d'accueil. Ils ont élevé leurs enfants, leurs petits-enfants, et même aujourd'hui, on a aussi un phénomène de gens qui sont même enterrés. Est-ce que ça, on n'a pas trop voulu, pour l'immigration économique, croire que l'immigration intellectuelle, croire qu'elle fonctionnait différemment, alors que tu l'as très bien dit, les variables qualitatives sont énormes. Le destin matrimonial, le fait d'avoir des enfants qui naissent dans le pays d'accueil, le fait de les scolariser, le fait de considérer que sa vie, même si on est exploité culturellement, est plus profitable. Donc ces variables-là. Deuxième chose, nous, ce qu'on avait tiré, ça c'est une remarque, dans les études qu'on avait fait dans le cadre de l'INTES à Tunis avec Saïd Ben Sedrine, c'est que c'est presque une utopie de vouloir récupérer l'immigration intellectuelle pour toutes les raisons que je viens d'avancer. C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de dire je préfère vivre avec ma femme, mes enfants, dans un pays d'accueil, pourtant parfois où je me sens rejeté, que revenir dans le pays que j'aime, mais quelque part où, qui va faire que pendant 6 mois, je ne vais plus voir mes enfants. Et à l'époque, la conclusion, je sais que les sociologues, les géographes et les politologues, on n'aime pas faire trop de recommandations, mais c'était plutôt organiser des séjours courts, faire revenir les médecins algériens, tunisiens, pour faire des séjours de 2-3 mois dans les universités, des ingénieurs tunisiens, algériens, pour participer à des programmes. Et là, on s'apercevait que ça marchait mieux. Pourquoi ? Parce qu'un séjour court, c'est un séjour organisé, où la personne va vouloir rentrer, souvent pour d'ailleurs des raisons assez patriotiques, pour aider son pays d'origine, mais aussi, le séjour court peut être un début de retour. Quand tu fais revenir un ingénieur tunisien 1 fois, 2 fois, finalement, il dit à Tunis, c'est pas si mal, finalement. Donc, le séjour court, nous, c'est la recommandation qu'on avait adressée aux autorités tunisiennes et françaises à l'époque, dans le cadre de ce rapport du retour des diplômés. Organisons d'abord des séjours temporaires avant de faire des séjours définitifs. Alors, maintenant, je vais faire un peu la chronique Paris Match. Tu dis que tu es un immigré, que tu es resté en Algérie. Quelle est la variable ? Quelles sont les variables qui t'ont fait rester en Algérie ? Voilà, excuse-moi de faire ce courrier du cœur ou ce courrier, mais j'ai envie que tu parles de ça. Merci, monsieur Musette. Vous n'avez pas parlé sur la migration circulaire, je crois. Pouvez-vous décortiquer ce concept et montrer l'impact de ce type de migration sur le pays de provenance ? Merci. Merci tout d'abord pour votre intervention. Malheureusement, je n'ai pas pu assister au début de l'intervention. Peut-être que là, il y a des choses qui m'ont échappé. Bon, je m'intéresse en particulier aux compétences féminines et compte tenu en particulier du chômage pléthorique des femmes diplômées du supérieur dans nos pays, je voudrais savoir tout d'abord l'importance de cette migration féminine des compétences féminines, son évolution, quand est-ce elle s'est vraiment fait ressentir, et puis avez-vous repéré un comportement spécifique du comportement des compétences féminines? Est-ce qu'elles ont un comportement réel? Peut-être que nous n'avons pas suffisamment aussi creusé l'aspect qualitatif. Peut-être qu'on n'a pas vraiment cerné ce point et ce serait peut-être un point à creuser. Parmi les raisons qui font partir les compétences ou bien les diplômés en général, les qualifiés, c'est la différence de rémunération. Et là, tu viens de dire que la qualification, enfin, il y a des qualifications et non reconnaissance de diplôme. Ce qui fait que, normalement, les gains sont beaucoup plus bas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils restent? Pourquoi ils ne retournent pas? Quels sont les avantages? Peut-être qualitatifs ou quantitatifs, je veux dire, rémunération ou autre chose.
ce qui me permet de jeter le point avec une autre question. C'est les conditions qualitatives, le contexte politique, les libertés ou pas, qui font que les gens partent ou pas. Et là, avec la Tunisie, nous avons un bon exemple. Avant 2011, pendant la première période de la transition, 2011-2012, où il y avait beaucoup d'espérance, et il me semble qu'il y avait eu des enchantements, il y a eu, je veux dire, il y a pas mal de compétences qui ont rentré, qui ont voulu participer, il y a une partie qui sont restées, hein. Mais pas mal sont repartis, désenchantés par l'évolution et le cours des événements. Donc ça, je veux dire, c'est un peu pour mettre en relief un peu ces questions qualitatives dans les motivations et les raisons de migration déqualifiée. Merci. Merci pour votre présentation qui est assez magnifique pour nous tous. C'est peut-être une raison qui nous a laissé un peu vous écouter plus que demander et poser des questions. Ceci étant, j'ai deux petites questions. Ne voyez-vous pas, s'il vous plaît, ne voyez-vous voyez-vous pas, s'il vous plaît, que la question d'appartenance a connu une transformation tout au long de l'histoire des nations. L'appartenance au pays, à la patrie ou au monde entier, dans ce contexte de globalisation que vous avez évoqué à la fin de votre présentation. La deuxième question elle porte sur les transferts, le problème des transferts financiers. Ne voyez-vous pas que le problème des transferts financiers est proprement lié à l'individu plus qu'à la volonté de la société du pays d'émigration ou celle du pays de l'immigration? Merci. Une petite remarque question qui était, vous avez parlé de l'exemple des médecins, psychologues qui sont très demandés actuellement en France, entre autres. Ma remarque question, c'est de dire, mais de l'autre côté aussi, les transformations de la perception de l'étranger dans son propre pays, dans le pays d'accueil, dit d'accueil quand il est accueil, ou récepteur, fait que ça fait un appel d'air aussi à des compétences à l'étranger. Et on sait que, par exemple, en France, on ne veut pas faire les statistiques ethniques, hein, comme d'autres pays le font, mais on sait que la question des médecins est très, très pénible, puisqu'il y a peu de médecins qui restent, entre autres, qui ne veulent pas aller dans certains territoires comme les campagnes, comme là où il y a beaucoup... on entend ça de plus en plus, beaucoup de personnes âgées, on ne veut pas travailler avec des personnes âgées. Or, on est dans un pays où il y a de plus en plus de personnes âgées. Mais aussi, il y a de plus en plus la prise en compte des populations issues de l'immigration maghrébine qui, elles aussi, bénéficient et demandent de plus en plus à bénéficier des compétences de médecins, c'est-à-dire, et autrement, c'est-à-dire pas les anciens... pas les médecins tels qu'ils ont été formés, mais avec des médecins qui sont capables de comprendre les deux cultures, les multiples cultures. Et les psychologues, entre autres, je sais qu'il y a une enquête qui est en train de se mener un peu autour de ça, sur comment travaille-t-on avec des populations traumatisées, entre guillemets, ou en difficulté, mais qui font référence, là pour le coup, beaucoup à leur propre culture d'origine. Et voilà, c'était, vous voyez, une question-remarque plus qu'une question. Merci. Là, je vous remercie déjà pour votre exposé extrêmement intéressant. Je vais revenir sur peut-être un exemple que vous avez évoqué tout à l'heure concernant, vous avez donné un chiffre, vous avez dit à un moment que 10 en fait, personnes qui n'ont pas de compétences, qui vont transférer de l'argent vers les pays d'origine, ça vaut ce que peut donner une personne qualifiée. Alors, je saisis cet exemple pour vous poser une question en fait, par rapport à une étude que j'avais faite à Paris, au Crédit municipal de Paris, sur le prêt sur gage. Et en fait, j'ai travaillé sur la clientèle et le rapport à l'argent. Et en fait, j'ai remarqué qu'un nombre important de femmes d'origine africaine qui s'organisaient en tantine
avaient cette pratique de transférer beaucoup d'argent à leur pays d'origine. Et cet argent servait pour... En fait, là, je fais référence à ce que vous avez évoqué par rapport à la question de développement. Et en fait, cet argent servait pour développer des projets à la famille ou bien pour soigner une personne de la famille. Voilà, donc, et c'était très récurrent. Vous avez parlé, voilà, donc là c'est l'exemple en fait, c'est l'étude, une des conclusions que j'avais faites, c'est-à-dire que l'argent transféré permet de créer des micro-entreprises et de créer une dynamique même au niveau de la région. Je ne sais pas si par rapport au... Je n'ai pas travaillé sur les compétences, mais je pense que puisque vous en avez parlé, à quoi ça peut servir l'argent que quelqu'un, un cadre, peut envoyer dans son pays d'origine, si ça existe. Et peut-être vous pouvez nous donner des exemples par rapport à des projets ou au développement. Quel type de développement auquel peut aboutir l'argent qui peut être transféré vers les pays d'origine. Voilà, je vous remercie. Je vais revenir sur cette notion de compétence qui demeure ambiguë et que sa décomposition n'est pas toujours aisée à être claire, dans le sens où je voudrais savoir si cette notion de compétence, est-ce qu'elle est une émanation du pays d'accueil ou du pays d'origine. À savoir, lorsque je vois dans votre graphe, lorsque vous avez dit qu'il y a des problèmes de reconnaissance, il y a un reclassement parfois, il est énorme. C'est dans ce sens qu'on devrait se questionner sur cette notion de compétence. Est-ce que ça ne sera pas une simple sublimation des pays d'accueil qui voulaient, vendre un profil, une image qui serait une illusion pour les pays d'accueil, en fait. Et on retourne sur cette complexité d'offres de demande. On retourne vers la migration de travail, la migration économique. Ça ne sera pas une simple sublimation de dire qu'il existe d'ores et déjà une migration de compétences. Et merci. Les compétences se trouvent entre deux feux. Ils quittent le pays d'origine pour s'installer au pays d'accueil pour des raisons généralement matérielles. Comment ils peuvent passer le message, comment convaincre leurs enfants pour le retour au pays d'origine. Eh bien, moi, on me disait la salle n'est pas réactive. Moi, je pense que non. Et il y a eu quand même pas mal de réactions. Hein? Donc, non, mais ça démontre que je n'ai pas trop bien expliqué, que j'ai omis des points. Tout simplement, c'est pour ça, quand il y a trop de questions, c'est que le monsieur n'a pas dit tout ce qu'il devait dire. Hein? Bon. Peut-être, moi, je vais regrouper ça à trois niveaux. Hein. Je regroupe les questions qui portent beaucoup plus de concepts, de théories. Vous savez, actuellement, il y a une multitude d'hypothèses qui sont mises en place. D'hypothèses qui, tout en chacun, pense pouvoir, chaque intellectuel, pense pouvoir en faire une théorie. Alors c'est le seul domaine peut-être des sciences sociales, les migrations internationales, où toutes les théories, d'après les quelques discussions que j'ai eues avec les meilleurs analystes en Angleterre, c'est pour me dire, il n'y a pas une théorie qui est meilleure que l'autre pour les migrations internationales. On peut penser que la théorie transnationale, c'est l'avenir, mais aussi c'est la fin des migrations. On peut penser que la théorie des migrations circulaires, théorie qui est assez distincte, disons, de ce que l'école de Poitiers, avec Boubakri, quand il parle de la migration
la circulation migratoire. Nous avons deux approches. Il y a la circulation migratoire et il y a migration circulaire, qui est beaucoup plus développée par les Allemands. Migration circulaire qui est revenue aussi à la mode ces derniers temps dans les pays de l'Union européenne. Bon, toujours, vous allez me dire, avec l'Allemagne, qui veut revenir avec cette histoire des guest workers, c'est-à-dire les travailleurs invités. Et c'est vrai que la migration circulaire aussi, tel que Vincent disait, c'est-à-dire des visites régulières, des allers-retours, ça peut donner par la suite à une installation dans le pays de retour ou une double installation, une activité ici, une activité de là-bas. Et tout ça participe, disons, à cette difficulté à laquelle on assiste actuellement dans le monde, cette difficulté du processus de la mondialisation de s'imposer à tout le monde. La mondialisation telle qu'il est en train de se développer, on dit que c'est un fait processus, c'est un phénomène inévitable et on croit même, comme on disait à l'époque, irréversible. Autrement dit, tous les pays sont appelés à être connectés de manière ou d'une autre. Mais depuis que ce processus a été enclenché, ce qu'on a pu observer au niveau global, au niveau macro, c'est qu'il y a liberté de circulation des biens et des marchandises, des capitaux se font entre trois pôles, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. L'Afrique est pratiquement marginalisée. Il y a une nouvelle bataille qui s'ouvre vers les pays africains entre la Chine, les États-Unis et les Européens. La Chine veut investir en Afrique et dans tous ces phénomènes, c'est-à-dire ce processus de mondialisation, il y a la faille. La faille que, disons, certains sociologues latino-américains ont cru pouvoir trouver avec la mondialisation par le bas, avec la théorie de la transnationalisme. Migration transnationale. Migration transnationale, moi je ne pense pas que c'est... C'est un phénomène naissant, c'est un phénomène observé, mais est-ce que ça prendra de l'ampleur? De quelle ampleur ça pourrait prendre? Et est-ce que ça sera réellement le lien de dire que c'est la fin de cet impérialisme qui s'impose? Ce marché qui se construit à l'échelle pour lesquels nous sommes que des consommateurs. Donc il y a tout un débat sur lesquels tout un chacun peut développer des théories là-dessus. Mais aucune théorie n'est supérieure à l'autre. On revient encore avec le salaire comme élément fondamental dans l'attraction, donc avec l'ancienne théorie push-pull de la migration. Il y a des facteurs répulsifs, des facteurs attractifs, et avec un ensemble de déterminants, d'intermédiaires qui fait pourquoi certains segments partent et d'autres segments ne partent pas. Donc, sur le plan théorique, le débat reste complexe et la migration devient de plus en plus complexe. La dernière théorie que, disons, sur laquelle on travaille, les analystes de la migration, c'est la théorie de la migration des crises. La situation actuelle des demandeurs d'asile nous a donné raison. Il y a 2 années de cela, on s'était réunis pour parler d'une nouvelle théorie, la migration de crise. Migration de crise, c'est-à-dire les migrations provoquées, non pas par des décisions de départ d'une personne de migrer, mais par des migrations forcées, suite à une crise quelconque. Et les guerres qui se dans le printemps arabe avec tout ce qui se passe actuellement en la Syrie, nous sommes en plein dans une situation de migration de crise. Vous savez, ça devient de plus en plus complexe.
il y a quelques jours de cela, dans un débat à Alger, ma position a été claire. Nous sommes devant une situation critique au niveau international, migration extraordinaire, des mouvements des populations extraordinaires qui se développent, et certains pays parlent de sélection des candidats, de choix, de quotas. Devant la détresse des vies humaines, d'enfants, de personnes âgées, on veut sélectionner quoi prendre. Là, pour moi, il y a quelque chose qui touche à la dignité de ces personnes. Vaut mieux mourir dans ces conditions que d'être choisi comme des bétails. Ouais, comment les théories de la migration, comme dans toutes les sciences sociales, ce ne sont pas des théories figées dans le temps. Ça se développe, ça se nourrit, ça s'approfondit en fonction des réalités humaines. Donc ce qui nous attend le pire quand on parle de migration de crise, cette nouvelle théorie qui explique un peu, qui tente d'expliquer ces mouvements qu'on observe face à des crises. On parle même d'autres éléments des migrations climatiques, c'est-à-dire des personnes qui seront obligées à quitter leur territoire parce que leurs territoires seront menacés. Des îles vont disparaître avec la montée des eaux. Donc, la science, les connaissances se construisent, se détruisent, d'autres réalités apparaissent et à chaque fois, il faut se mettre à l'actualité et continuer l'observation. C'est ça l'intérêt, maintenir cette observation, mais ne pas n'être qu'un observateur. Il faut aussi être un acteur. Ça, en termes, disons, de théorie, on peut parler des catégories des populations, des migrants, c'est-à-dire de spécificité. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, on commence à parler de migration féminine. Ça a été... Et c'est vrai que les Nations Unies, partout dans les études, nous disent attention, le gender doit être un élément transversal. Dans toute étude, il faut mettre en évidence non pas la question de sexe, mais de genre. C'est deux approches différentes. En quoi ce phénomène est important à étudier, à observer. Ce phénomène, pour les compétences, est un phénomène émergent. Un phénomène émergent dans la mesure où, dans nos pays, les 3 pays du Maghreb, et là, vous allez peut-être, dans 4 ou 5 ans, me dire si je me trompe. Nous sommes au niveau des universités en Algérie, au Maroc, à plus de 60% d'étudiantes féminines. Le nombre d'inscrits de filles est plus important. Le taux de réussite est encore plus important au niveau universitaire. Et le comble, lorsqu'on observe le chômage, ce sont les filles diplômées qui enregistrent le taux le plus important du chômage. Alors, d'un côté, les filles réussissent mieux, avancent beaucoup plus vite, et elles se trouvent coincées sur le marché du travail. Donc, tôt ou tard, qu'est-ce qui risque de se passer? Sur le plan social, lorsqu'on discute avec les familles, les parents vous disent « j'ai investi, si ma fille peut trouver un emploi pour ce que j'ai investi, ici ou ailleurs, je laisserai partir ». C'est une tendance qui apparaît. Les femmes commencent à partir. Les femmes compétentes commencent à partir. Et l'observation m'a été faite, notamment au Canada, pour me dire que souvent, c'est les femmes qui viennent en premier et ensuite le mari suit, et les enfants. Ce
qui est une inversion des pratiques migratoires des années 60, où le regroupement familial se fait, c'est le mâle qui part, l'homme qui part. Et ensuite, parfois, la femme et les enfants s'amènent. Alors, signe des temps modernes, de la mondialisation, c'est les femmes qui partent en premier et ensuite les maris suivent. Alors ça m'avait inquiété parce que l'histoire de migration des médecins au Canada, j'avais interpellé des collègues pour leur dire, écoute, malgré qu'il y a interdiction des migrations des médecins, d'accueil des médecins, vous avez eu encore des médecins. Et il m'a dit, écoute, nous, on a accepté l'épouse. L'épouse n'est pas médecin, mais son mari est venu par la suite. Et alors? On a dit, c'est tout à fait normal, bien qu'on interdit la migration des médecins, mais là, c'est l'époux qui suit l'épouse. Donc, vous voyez, il y a ça pour les compétences, mais il y a aussi des jeunes filles maintenant qui partent, chose qui ne se faisait pas dans le passé. Migration des jeunes filles. Les étudiantes qui vont en post-graduation à l'étranger, qui souvent y restent. Là aussi, le constat a été fait. Ceux qui partent migrer à l'étranger, ce sont celles-là même qui ont fait des études à l'étranger, qui connaissent déjà le pays. Ce sont celles-là qui décident, après une expérience professionnelle dans le pays, de partir vers son pays d'études parce qu'elle connaît déjà l'environnement, elle a déjà des repères. Voilà les éléments. Maintenant, autre question concernant le retour. Ça a été souvent dit, retour utopie, retour nécessaire, retour indispensable, ou alors essayer de mettre en place une politique migratoire qui composerait avec nos migrants, mais aussi élargir ce concept, ne plus parler de l'immigration, on peut parler de diaspora. Et on doit parler sur le plan social de diaspora. On ne peut pas dire que je prends en considération que les migrants, c'est-à-dire la personne qui est partie, s'il a épousé quelqu'un sur place, cette personne fait partie de notre diaspora dorénavant. Leurs enfants qui sont nés font partie de notre diaspora, bien qu'ils ne sont pas migrés. La diaspora a une conception beaucoup plus large que l'émigration. Je reviens avec la notion de réseau. Notion de réseau de migration circulaire qui pourrait peut-être aider aussi au retour possible. Pour certains, on vous dirait que le retour n'est plus possible pour certaines compétences parce que ces compétences qui sont installées à l'étranger, je dis les véritables compétences qui ont les top niveaux, soit politiques, soit économiques. Vous savez, il y a nos migrants qui sont parfois députés, et ils sont des chefs d'entreprise, ils sont des directeurs d'école, des directeurs d'université, des présidents d'université. Ceux-là, ils ont déjà retrouvé ce qu'on appelle dans le langage migratoire leur écosystème. Ils ne peuvent pas retourner. Il est inutile de penser que ces personnes puissent revenir au pays, tout abandonner. S'il sort de son écosystème, il n'est plus lui-même, il ne peut plus évoluer, il ne peut plus apporter quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé pour mon cas, je peux retourner. 40 ans, je suis en Algérie, mon écosystème est au niveau du Maghreb. Retourner à l'île Maurice, c'est pratiquement impossible. Et le fait d'opter pour rester à l'île Maurice, c'est un choix individuel. Rester en Algérie, c'est un choix individuel.
C'est au moment d'une crise profonde de l'Algérie que j'ai décidé de rester en Algérie. C'était dans les années 90, je devais opter. C'est pour vous dire la situation, hein, la situation que vivent beaucoup de personnes actuellement. Les années 90, la crise terrorisme en Algérie, j'étais couvert par l'ambassade britannique qui me dit « Monsieur Musette, on ne peut plus assurer votre sécurité au niveau algérien. Vous êtes autorisé, on vous offre une protection internationale, vous partez à Londres. » M'autorise de partir moi et ma fille, pas mon épouse qui est algérienne. Je décide de rester en Algérie. Ça, c'est l'amour, hein? Non. Je décide de rester en Algérie, j'opte pour la nationalité algérienne, j'enlève ma casquette de coopérant technique et je circule avec les Algériens. Donc voilà, si vous voulez, le choix d'un migrant, et c'est vrai que mon pays n'a pas investi dans ma formation. C'est l'Algérie qui a investi dans ma formation. J'étais boursier du gouvernement algérien. Donc voilà, si vous voulez, il y a derrière toutes les questions qu'on peut poser. Il n'y a pas de question de... Quand je regarde strictement sur le plan sociologique, on peut m'inventer question de rémunération de salaire. Moi, je n'y crois pas. L'île Maurice m'aurait offert maintenant 3 fois mon salaire ou 4 fois mon salaire pour revenir à l'île Maurice, travailler à l'île Maurice, je dirais je viendrai pour 1 mois ou 2. Mais 8 mois, je resterai avec ma famille, avec mon nouveau pays d'accueil, qui est l'Algérie, et j'élargis maintenant mon spectre, j'ai de la famille, aussi en Tunisie. OK? Voilà. Ça.